Adeline, je pense qu'on va pouvoir débuter notre restitution de Lorraine. On va commencer, puis je pense que les personnes vont venir au fur et à mesure. Parfait. Bonjour à tous et merci à tous ceux qui se sont connectés à 17h pour qu'on puisse démarrer et tenir notre durée d'événement qui est prévue pour 1h15. Donc, je me présente, Adeline Chaille, enchantée à tout le monde. Je suis adhérente de l'association ADN Ouest au titre de Micropole que j'ai le plaisir de diriger pour l'ensemble de nos antennes sur le Grand Ouest. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association ADN Ouest, il y a 4 grands champs d'activité qui sont tournés autour de l'emploi et de la formation, de l'innovation, de la transition numérique, qui est un sujet qui est traité depuis quelques temps au sein de l'association, et de la RSE. Donc, ça représente au global plus de 600 adhérents sur l'ensemble du territoire Bretagne-Pays de la Loire. Et ça représente aussi une association qui est riche de 6 communautés qui partagent et qui également partagent autour d'elles sur des thématiques du numérique responsable, de la santé, de l'infra et des services, de la cybersécurité, de la stratégie digitale et de la data. Jean-Marie va nous mettre en commentaire d'ailleurs le lien vers les communautés thématiques si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. L'ADN Ouest, c'est aussi la production de plusieurs observatoires, dont l'ORCN, qui existe depuis 2017 et que certains d'entre vous connaissent certainement déjà, et qui suit en fait l'évolution régionale des compétences numériques. Et donc, ça a donné lieu à l'émergence d'un petit frère ou d'une petite sœur, qui est l'observatoire qu'on vous propose de restituer aujourd'hui, et qui est le premier observatoire régional qui est fait sur l'économie numérique, et qu'on va suivre d'année en année pour voir son évolution. Et pendant ce temps d'1h15 qu'on vous propose, c'est de regarder finalement la restitution autour de 2 grands points majeurs, qui est le premier de comprendre la situation économique, comment est-ce qu'elle a évolué pour les acteurs du numérique des Pays de la Loire et de la Bretagne. On va partager quelques chiffres clés sur la santé économique des entreprises utilisatrices et prestataires, et aussi échanger sur la perception de l'avenir tel qu'ils le perçoivent au niveau des décideurs régionaux. Et puis, un dernier point sera d'évoquer dans un deuxième temps les tendances sur les investissements numériques au travers de témoignages DSI qui nous ont fait le plaisir finalement d'être présents avec nous ce soir. Et du coup, je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter. Très bien. Donc, merci Adeline. Alors déjà, merci d'avoir accepté de faire l'animation pendant cette période qui est devenue vacances, on va dire. Et puis, merci également à tous nos intervenants, nos témoins ce soir. Moi, je suis Jean-Marie Sellette, responsable du programme de transition numérique ADN for Change. Et puis, je suis également en charge de l'étude OREN, donc l'Observatoire régional de l'économie numérique. Alors, on va débuter avec une petite séquence de remerciements. Donc, tout d'abord, au groupe de travail de nos 3 collèges qui s'est investi pour construire un questionnaire qu'on a voulu le plus efficace et accessible possible, le plus court possible aussi. Notamment, Marc Evrard faisait partie de ce groupe de travail. Je remercie également les 150 répondants qui ont pris environ une dizaine de minutes de leur temps en 2021 pour pouvoir avoir toute cette information à forte valeur ajoutée. Et puis également, merci à notre financeur de la région Pays de la Loire qui nous a encore soutenus pour cette 2e édition. Et donc, on a travaillé avec TMO Région. Donc, merci à leur diligence pour Jacques et Rémi pour la partie technique du questionnaire. Et puis, on a eu besoin aussi de relayer ce questionnaire. Donc, on voulait remercier également l'écosystème Pays de la Loire. Donc, notamment, merci à la CCI du Mans, de la Mayenne, l'agglomération de La Roche-sur-Yon, Le Mans French Tech, West Media Lab et tous les autres. Je vous propose maintenant de passer à la partie méthodo. Donc là, vous verrez nos intervenants qui vont se succéder dans l'ordre chronologique. Et donc sur la partie méthodologie,
Donc, l'enquête a été réalisée du 9 février au 4 mars. Donc, il y a eu 154 réponses avec deux typologies différentes d'entreprises. Donc, tout d'abord, vous verrez à chaque fois sur la gauche les prestataires numériques. Donc, ils étaient 87 à répondre. Donc, eux, leurs résultats sont en violet. Et puis, de l'autre côté, les entreprises utilisatrices. Il y a eu 67 répondants. Ce sont principalement des dirigeants, des directeurs des systèmes d'information. Et puis également, vous pouvez voir sur la droite les implantations des répondants. Donc, à savoir qu'on peut être implanté, par exemple, dans le Morbihan et dans le Maine-et-Loire. Ce n'est pas exclusif. Donc, je pense qu'on peut passer maintenant, Adeline, à la partie situation économique. Oui, tout à fait. Donc, sur la partie situation économique, qu'est-ce que nous montre l'étude? C'est qu'on a un chiffre d'affaires en 2020 sur l'ensemble des prestataires et des entreprises utilisatrices qui a été en baisse. Alors, avec une dimension plus marquée sur la partie entreprise utilisatrice, parce qu'on a moins 5,3% de baisse du chiffre d'affaires. Cependant, ça montre quand même une réalité qui est un peu différente derrière les chiffres. Alors, je ne sais pas, on voit plus le slide. Si tu peux nous le remettre, merci Jean-Marie. Donc, voilà, je disais, la situation en fait est un petit peu plus contrastée derrière ça, parce qu'au final, même si on a moins 5% environ de décrochage de CA pour les entreprises utilisatrices, ça reste une situation qui est globalement stable pour 2/3 d'entre elles. C'est-à-dire que plus de 66% des répondants ont estimé qu'ils avaient une baisse ou une hausse qui était stable entre moins 4 et plus 4%. Donc, on reste dans quelque chose qui, pour la majorité, c'est quand même à peu près maintenu, alors qu'on a une réalité pour les prestataires qui est beaucoup plus étirée, avec une disparité qui va de globalement plus de moins 20% de baisse de chiffre d'affaires à plus 20% de chiffre d'affaires. Donc, ça va dépendre évidemment des positionnements qui peuvent être différents au sein des prestataires, mais on voit quand même une disparité qui est plus importante. Et ça se voit également sur le fait qu'il y a un tiers des prestataires qui ont connu une hausse de chiffre d'affaires importante, contre seulement 7% des entreprises utilisatrices. Côté trésorerie, par contre, globalement, ce qu'on peut observer, et c'est vrai également à l'échelle nationale, c'est qu'on a un niveau de trésorerie de l'ensemble qui s'est plutôt bien maintenu et qui reste stable, même en projection sur le début de l'année 2021. J'ai eu l'occasion de lire une étude qui vient corroborer ce qui est dit dans l'Oren de la BPI, qui nous indique qu'on a un bon niveau de trésorerie de l'ensemble des entreprises. Qui montre que c'est une situation qui est même en amélioration sur le début de l'année 2021. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes concernant les secteurs d'activité qui n'ont pas repris une activité normale comme le tourisme, comme la restauration, etc. Donc, ça reste derrière un peu contrasté, mais le tout se maintient. Donc, c'est lié évidemment aux dispositifs aussi qui ont existé d'aide de l'État qui permettent à l'ensemble des entreprises de maintenir leur situation, d'activer ou pas les PGE et puis d'avoir de recours à des financements auprès d'établissements bancaires. En termes de projection, on a un panel de prestataires qui est plus optimiste que celui des entreprises utilisatrices quant à le timing de la reprise, mais globalement, on se situe entre 2021 et 2022. Donc, peut-être que la réalité se trouve sur fin 2021 et puis début 2022 en espérant qu'on ait un élan qui puisse ensuite se voir perdurer. Donc voilà, sur ce slide-là, je pense qu'on peut passer au suivant. Petite typo au niveau il y a 2 fois normal sur le prestataire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans les deux cas, il y a 82 à 83% de trésorerie qui est solide. Donc voilà, c'est vraiment l'idée à retenir de ce slide.
Donc, les effets de la crise sanitaire sur les business models. Donc, est-ce que le positionnement de chacune des prestataires et des entreprises ont dû évoluer significativement ou pas pendant cette période? Donc, on a évidemment eu une nouvelle normalité à vivre et un temps d'adaptation important qui ont amené à re-questionner les business models, voire à complètement faire évoluer ce modèle-là. Et je pense qu'une très bonne illustration de comment certains ont pu s'adapter et faire évoluer leur façon de fonctionner et de passer la parole du coup à Vincent Corrèze du Centre socio-culturel Accor et qui pourra nous éclairer sur comment est-ce qu'il a fait évoluer ses modes de travail grâce au numérique pendant cette période-là. Vincent, si tu veux prendre la parole. Je partage. On a effectivement fait évoluer assez nettement nos modes d'accès au service, c'est-à-dire la manière dont les usagers viennent réserver le service. Pour situer l'Accor, c'est les 35 centres d'accueil de loisirs des enfants de la ville de Nantes, et c'est aussi les 21 maisons de quartier. On est donc un organisme parapublic, une association. Et jusqu'ici, nos systèmes de réservation étaient exclusivement en présentiel, avec des secrétaires chargés de la réservation des activités. On travaillait déjà avec un prestataire spécialisé sur un outil pour les modalités de réservation des séjours, qui était un point de réservation un peu tendu en termes de très forte demande sur un temps de réservation très court. Et on avait prévu l'ouverture d'un site de pré-réservation en ligne. Et en fait, la crise sanitaire nous a permis d'adapter cet outil qu'on a en fait réutilisé toute l'année pour les réservations des centres de loisirs tout au long de l'année. Sachant qu'en parallèle, on avait aussi un projet de site de réservation en ligne, cette fois-ci connecté au système d'information et assurant directement la réservation, mais c'est un projet majeur qui intègre 3 systèmes d'information, donc les dates le service n'a ouvert que cette année. On a donc en fait, grâce à la crise sanitaire quelque part, fait une bascule vers le numérique et vers la réservation en ligne de nos activités qui aurait mis beaucoup plus de temps à se faire autrement. D'autant plus qu'il faut être attentif au fait que 50% du public fait partie des catégories sociales pauvres ou modestes. On a donc aussi distribué dans nos centres des tablettes de manière à ce que les usagers, nos secrétaires, puissent aider les usagers à réserver sur le site en ligne, qui est devenu le mode de réservation privilégié de nos activités. En synthèse, en fait, cette crise nous a permis de proposer nos activités en ligne de façon réactive et simple, grâce à Onity, l'éditeur qui nous a vraiment permis cette bascule vers le numérique rapide. Très bien, Vincent. Eh bien, je vais pouvoir maintenant aborder la partie projet numérique. Hop. C'est vrai que moi, en discutant avec la CPME, la Chambre des métiers de l'artisanat, les dirigeants, on voit que les entreprises ont vraiment fait preuve de beaucoup d'adaptation concernant les projets numériques. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par 45% des feuilles de route des prestataires et entreprises utilisatrices qui ont dû être modifiées. Et donc, dans l'étude complète que vous recevrez par email, on voit qu'il y a sur la partie entreprise utilisatrice 40% des entreprises qui ont changé leurs priorités. Et donc, je vous propose, pour illustrer ce propos, d'accueillir Jean-Pierre Munier. Donc, Jean-Pierre a répondu en février à l'enquête et il a gentiment accepté de témoigner. Donc, Jean-Pierre, est-ce que tu peux te présenter l'activité de PCM et comment vous vous êtes adapté à la DSI en 2020? Et en parallèle, je vais pouvoir partager le lien de votre entreprise, de ton entreprise sur le chat. Ok. Donc, bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Munier, donc je suis le responsable informatique de PCM Europe SAS. Est-ce que tu peux mettre ta caméra éventuellement? Ah, pardon. Voilà.
Pardon. Donc, je disais bonjour, donc, je suis Jean-Pierre Munier, je suis responsable informatique d'une entreprise utilisatrice d'ADN West. Je dois être membre depuis un peu plus de 10 années. PCM, c'est un fabricant de pompes dont l'usine principale est basée à Chantaussé, à côté d'Angers. On a à peu près 600 utilisateurs présents dans 30 pays et on travaille. Donc, nos pompes sont des pompes péristaltiques utilisées dans le domaine alimentaire, l'industrie et le pétrole. Donc, suite à effectivement la crise du Covid, le confinement, le télétravail, on en a profité, nous, pour, peut-être comme beaucoup d'autres, j'espère, mettre un coup d'accélérateur sur les projets cybersécurité. Donc, on avait dans l'idée, par exemple, de remplacer Skype for Business, qui va être en fin d'utilisation et en fin de support de Microsoft par Edge. Donc, on a accéléré le déploiement de Edge. On avait commencé à tester à peu près par Teams, pardon. Donc, on a déployé Teams sur 500 utilisateurs en un peu moins de 3 mois. De la même façon, notre browser Internet était Internet Explorer 11 et on était en train de tester Edge pour les applications. Donc, dès que Chromium est sorti, on a déployé Chromium et mis comme browser par défaut pour toutes les applications de nos utilisateurs. Et puis, on a eu un peu de chance en début de confinement l'année dernière. On était en train de remplacer notre solution de sécurité, nos firewalls et nos VPN. Ce qui fait qu'on avait encore l'ancienne solution pour à peu près 300 utilisateurs. La nouvelle pour 300 utilisateurs, ça nous a permis de mettre quasiment la totalité de nos utilisateurs à distance et en VPN, sans avoir de saturation de nos accès comme ont eu malheureusement d'autres collaborateurs et d'autres entreprises. Et donc, on a monté de version aussi notre sécurité, nos firewalls et toute la politique de filtrage et de travail à distance. Et puis, un dernier point sur lequel on était toujours en cours, etc., mais on s'est débarrassé, là, il y a quelques mois, on a dû finir tous les postes qui étaient en Windows 7. On est en train de se débarrasser de tous les serveurs en Windows 2008, tout ce qui est sorti de support actif Microsoft. Comme on a beaucoup d'utilisateurs à distance, on est en train de passer même tous les sites internes en HTTPS. En interne, on ne trouvait pas forcément nécessaire d'être en autre chose qu'HTTP. Donc, on a commencé à sécuriser tout, un peu en se méfiant un petit peu plus de l'interne, vu que la plupart des collaborateurs se retrouvent à distance, pour monter le niveau de sécurité dans l'entreprise en général. Très bien Jean-Pierre. Marc, sur la partie changement de projet, de feuille de route, de priorité, est-ce que tu peux nous faire un retour sur ce que tu as pu identifier chez vos clients, chez SID, et puis peut-être avant présenter votre activité et nous dire si ça a été plutôt un accélérateur ou un frein, cette crise sanitaire. Alors bonjour à tous. Donc juste pour exposer un peu la situation. Donc si nous on était en pleine croissance, la crise nous a ralenti notre croissance, mais a quand même permis de continuer cette croissance et je vais vous expliquer comment. Donc finalement, comme on est positionné sur pas mal de métiers en tant que spécialiste, finalement on arrive à tirer notre épingle du jeu parce que dans chaque DSI on trouve des contextes différents, mais quand même favorables pour des entreprises comme la nôtre. Alors je vais vous parler de trois choses qui sont trois exemples qui sont significatifs et en fait qui rebouclent un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que déjà sur la partie conseil, AMOA, gestion de projet, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû revoir un peu les business models et se réadapter, et arrêter des projets, en relancer d'autres. Donc ça a bien créé une activité forte sur la partie AMOA, gestion de projet, parce que les métiers, c'est les premiers concernés quand il y a des changements de mode de travail. Deuxième sujet, vous avez parlé tout à l'heure de trésorerie. La situation des entreprises se comporte plutôt bien en trésorerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, nous, on a une activité d'intégration de ERP. Cette activité-là, elle a été très sollicitée aussi, puisque la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre pour toutes les entreprises. Et derrière, quand on parle de ERP, il y a tous les aspects back-office, gestion de la facturation, gestion des commandes, gestion de la trésorerie. Tout ça, il y a eu pas mal de travail. C'est ce qui a permis aux entreprises, finalement, de garder une trésorerie saine par un recalage de choses qui se passent au niveau des ERP, et ça c'était très intéressant.
Et troisième autre sujet, puisque sur la partie CID, on fait aussi de l'infrastructure. Bon, bah là, forcément, l'activité poste de travail, l'activité end-user services, comme on dit, l'activité sécurité, avec voilà. Donc ça aussi, ça a été plutôt assez important. Donc, comme on est une entreprise assez diversifiée en termes aussi de clients, bah forcément, bon, il y a des clients qui ont été plus ou moins arrêtés, bah, ceux qui sont dans le tourisme, dans les activités de transport spécifique. On sait que la SNCF, par exemple, c'est une activité, c'est une entreprise Mais bon, nous, on était plutôt sur d'autres clients et finalement, on s'en est plutôt bien sorti, si bien que, en fait, on parlait tout à l'heure du baisse de chiffre d'affaires dans les sociétés. On parlait de 1,5. Il faut savoir que le Syntec considère qu'on a 4% de croissance en moins cette année, enfin en 2020, eu égard forcément à la crise de Covid. Nous, notre entreprise, plutôt que de faire 20%, on a fait 16%, mais finalement, ça revient à peu près au même. Donc voilà un petit peu en résultat. Alors, ce n'est pas une généralité parce que d'autres entreprises n'ont pas vécu les choses de la même façon, soit elles étaient trop spécialisées sur un créneau qui n'était peut-être pas porteur à un moment donné. Il y en a d'autres qui ont fait plutôt l'inverse. Donc voilà, en un mot, il faut être hyper agile, hyper réactif. C'est ce que demandent les DSI des clients. Et forcément, sur certains secteurs, comme là, je répète, la sécurité, poste de travail, les projets, les ERP, c'est plutôt des activités qui sont résilientes, voire même en croissance importante. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas. Merci Marc. Donc pour les personnes qui ne seraient pas dans le numérique, le Syntec, c'est donc voilà l'organisation qui représente tout ce qui est ESN, entreprise de services numériques. Donc effectivement, on voit que les entreprises du numérique ont mieux résisté. Et puis en termes, Marc, peut-être au niveau des effectifs, comment ça se passe depuis 2 ans côté CID? Comme je vous expliquais, bon, nous on est en pleine croissance, donc on est un petit peu effectivement, on est passé de 100 personnes à 300 personnes en 2 ans. Donc, c'est-à-dire cette année, on a encore fait des croissances. On a bénéficié aussi, on a bénéficié, c'est pas qu'on a bénéficié, c'est qu'on s'est forcé à prendre aussi des contrats de professionnalisation. Voilà, ces personnes-là, il y avait des aides de l'État, il fallait jouer le jeu. Ça, nous, on en a profité, par exemple, pour monter une cellule marketing avec des personnes qui venaient de cette activité-là. Donc, voilà. Et puis, on pense aussi… j'en parle pas parce que ça rentre pas forcément dans les effectifs, mais les stagiaires aujourd'hui, c'est un sujet important parce qu'ils ont eu du mal forcément à trouver des stages. Voilà. Bon, nous, on a joué le jeu, on s'est forcé à prendre des stagiaires. C'est normal. Il faut savoir, puisque l'année prochaine, il y aura une autre promotion qui sort. Donc, tous les ans, toutes les entreprises, il faut qu'elles jouent le jeu. Et là-dessus, il a fallu jouer le jeu. Donc, c'est pour ça que nos effectifs, je ne parle pas des stagiaires, mais effectivement, aujourd'hui, on arrive à 300 personnes. Et donc, on verra plus 30, 40, 35% de plus, en tout cas en 2020. Très bien. Merci Marc. Donc, de l'agilité. Adeline, je te laisse aborder le sujet télétravail. Donc, on a pu poser une question sur le télétravail au mois de janvier 2021. Voilà. Voilà, donc l'idée était de pouvoir suivre en fait ensuite dans le temps l'évolution des pratiques concernant le télétravail parce que évidemment ça s'est mis de façon complètement subie en 2020 voire encore un peu aujourd'hui, mais ça reste une tendance de fond qui va s'inscrire dans les modes de fonctionnement et dans les organisations des entreprises, donc c'est intéressant de suivre cette tendance. Ce qu'on peut voir, c'est que de manière assez logique, le collège des prestataires a, sur le mois de janvier, eu beaucoup recours au télétravail, donc 65% a eu recours totalement ou occasionnellement au télétravail, sachant que la part moyenne des journées télétravaillées dans ce cas-là était de l'ordre un petit peu en dessous du mi-temps en télétravail ou du coup en physique sur site, donc au bureau. Ça peut sembler assez naturel parce que c'est un secteur d'activité qui est plutôt mobile, qui a comme ADN d'être donc dans la prestation de services envers ses clients et donc équipés d'ores et déjà. Les pratiques dans les entreprises utilisatrices sont forcément
plus diverses de par l'hétérogénéité des secteurs d'activité qui sont représentés. Et donc, en fonction des possibilités des différents métiers des entreprises utilisatrices, on a donc des taux de réponse qui sont différents et donc un peu plus faibles, parce qu'on a une part moyenne de journées télétravaillées sur le mois de janvier 2021 qui est d'à peu près 30%, donc on va dire une journée et demie à peu près, et que 45% ont totalement ou occasionnellement eu recours au télétravail sur cette période-là. Donc, on a aussi du coup un retour d'expérience qui illustre bien en fait cette dépendance qu'on a derrière au secteur d'activité par rapport à cette capacité de travailler ou pas sur site, dont Jean-Marie, tu te fais le porte-parole. Tout à fait. Merci Adeline. Donc oui, j'ai échangé avec donc Armor, qui sont donc leader mondial du ruban transfert thermique et aussi leader sur la production de cartouches d'encre en Europe. Donc tout ça pour dire que c'est une usine de production. Et j'étais en contact avec Tony Conrad, qui est donc responsable du système numérique industriel chez Armor. Et je lui ai posé la question de connaître la position d'Armor par rapport au télétravail. Et en fait, eux, ils ont fait un choix fort, c'est de ne pas utiliser ce levier pour favoriser le collectif et la solidarité. Ils se sont rendus compte que, notamment en Italie, il y avait eu des entreprises, alors voilà, pas du groupe bien sûr, mais qui avaient dû faire face à des mouvements sociaux, puisque ça avait créé des distensions entre l'école bleue et l'école blanche. Donc, c'est important, toujours, c'est vrai qu'on le dit souvent chez ADN West, il y a des outils, mais il y a aussi une grosse partie management, accompagnement au changement. Et c'est pour ça que vous verrez dans notre agenda d'événements qu'on parle aussi beaucoup de sujets stratégie digitale, où l'adhésion, fédérer les équipes, c'est quand même très central. Et donc, on voit que même si l'outil est disponible, ce n'est pas forcément à activer dans le cas d'Armor. Donc, c'était un choix assez fort et je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir le présenter aujourd'hui. Oui, complètement. C'est vrai que ça, tu le disais très bien, ça vient impacter complètement les modes d'organisation. Et quelque part, quand on a un balancier qui est 100% en télétravail, bon, moi, tout le monde est logé à la même enseigne, mais quand on a en fait les deux qui s'exercent, et même quand on en a la possibilité ou que le choix est fait d'un point de vue de l'organisation, il n'est pas toujours simple de travailler avec des personnes qui sont en salle physiquement et d'autres qui sont à distance. C'est une nouvelle façon de procéder dont on apprend encore, je pense, au jour le jour. Donc, on a encore certainement à se caler et ce sera intéressant de suivre quelles sont les bonnes pratiques et les retours d'expérience qui seront faits sur les modes de management bien au-delà de la technique. Donc, je regarde là, on est déjà 35 personnes en ligne, donc merci d'être présents. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, il y a un onglet donc questions-réponses et on pourra les adresser lors du dernier quart d'heure si on arrive à tenir le timing. Donc, n'hésitez pas à rebondir. Je passe aussi un bonjour à Jean-Paul Chaperon, qui est donc représentant du Syntec Numérique, qui a également interagi dans le chat. Alors, Adeline, ce que je te propose, c'est de passer sur le slide suivant. Là, on va passer sur l'année 2020 et les budgets. Oui, donc là, l'idée était de finalement voir quelles étaient les dépenses qui ont été dans le top 5 des entreprises en 2020 concernant les systèmes d'information et de voir quelle était la part dans les allocations budgétaires entre le fonctionnement et l'investissement. Donc, sur ce sujet-là, on voit que globalement, on a on va dire des allocations budgétaires qui sont équilibrées entre le collège des prestataires et des entreprises utilisatrices, parce qu'on est globalement sur 2 tiers qui sont sur un budget de fonctionnement et 1 tiers qui est sur du budget d'investissement. Donc, je pense peu de changements par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur ce sujet-là. Et de la même façon, on a un top 5 de dépenses qui est équilibré et très représentatif, très similaire entre les 2 collèges. Et je pense que ça s'explique très facilement du fait qu'on a tous subi une crise sanitaire qui a
focuser des investissements qui soient orientés vers une réponse rapide, très agile à mettre en place pour avoir les bonnes applications bureautiques, un équipement d'un poste de travail sur le deuxième pont qui soit adapté et qui permette à tous de travailler de n'importe où. En fait, quelque part, on n'est même plus sur le bureau ou chez soi, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui étaient encore dans des tiers-lieux, et c'est quelque chose qui va certainement augmenter. Il y avait une vocation à pouvoir répondre à une bonne visibilité sur Internet, étant donné qu'on a des business models qui évoluent, où les magasins physiques ou les interactions directes, même dans le B2B, n'étaient plus vraiment possibles. Donc, un investissement fort dans la visibilité web des différents répondants. Et puis, évidemment, pour soutenir tout ça, des investissements dans les infrastructures, alors plutôt hébergées avec un mouvement vers certainement le cloud déjà bien enclenché du côté des prestataires, et plutôt encore en infrastructure locale sur la partie entreprise utilisatrice en bas à droite de l'écran. Et puis, des dépenses en cybersécurité qui se distinguent également sur la partie prestataire et qui restent, on va voir, une tendance très forte. Là où les entreprises utilisatrices, dans leur dernier top 5, se sont concentrées sur la dématérialisation de processus, et on peut bien imaginer pourquoi dans le contexte actuel. Et c'est déjà une tendance qu'on pouvait, je pense, observer depuis quelques années et qui ne fait que s'accélérer et qui accélère le mouvement d'une dématérialisation forte des différents processus métiers des entreprises, quel que soit le secteur. Si on se projette maintenant sur les perspectives 2021, quant au... Alors là, les informations qui sont regardées, c'est si la hausse du budget numérique a encore lieu en fait en 2021, à gauche du slide, et quels sont le top 5 des dépenses qui sont le plus en progression en 2021. Donc, ce n'est pas là où on va le mettre le plus de budget, mais c'est là où elles sont le plus en progression. Donc, sur l'ensemble des répondants, on a une augmentation du budget numérique sur l'année 2021 par rapport à 2020, qui est plus importante pour la partie prestataire que pour la partie des entreprises utilisatrices, qui sont aux alentours de 2% en fait, d'augmentation du budget. Dans les deux cas, on a une allocation et une augmentation de la dépense qui est extrêmement forte sur la partie cybersécurité. On a vu beaucoup d'actualités sur ce sujet de toute façon dans la presse. Donc, c'est un sujet de première ampleur. On en reviendra un petit peu plus tard avec Philippe qui pourra nous éclairer sur ce sujet-là. On a toujours des investissements forts sur la partie visibilité Internet de la part des prestataires. Donc, on reste dans un équilibre, en fait, quand même des dépenses qui restent assez cohérents par rapport à 2020 sur la partie prestataire, pour continuer là-dessus, avec une augmentation de la résilience et des infrastructures hébergées pour avoir un modèle qui soit complètement sécurisé, agile et qui puisse s'adapter à la demande de nos clients. Des investissements forts qui restent sur le RGPD. On sait qu'on a également des dates importantes en 2022, en mai 2022, sur ce sujet-là. Donc, on a une continuité aussi d'investissement qui est fait. Et un équipement de poste de travail donc, qui perdure. Donc là, je pense aussi que c'est la queue de la comète, on va dire, sur l'équipement du poste de travail qui permet de travailler de n'importe où et d'améliorer l'expérience employée sur cette partie-là pour avoir un équipement de l'environnement de travail qui soit le bon. Ce qui se distingue sur la partie entreprise utilisatrice, c'est donc la cybersécurité, ça reste un équivalent, c'est le besoin en reporting. Donc, c'est quelque chose qu'on a pu, en tout cas, moi, au sein de Micropole, sur l'année 2021, qu'on a pu déjà beaucoup observer ce besoin de reporting, non pas pour regarder dans le rétro, comme on a eu dans le passé souvent l'occasion de le faire, d'analyser et de prédire l'avenir sur la base de données passées,
mais bien d'avoir un reporting qui puisse modéliser un ensemble de scénarios beaucoup plus important, beaucoup plus en rupture que précédemment, qui va s'appuyer sur de l'intelligence artificielle, sur la prédictibilité, pour pouvoir développer des modèles qui soient le plus variés possible, que ce soit dans les domaines financiers, sur l'élaboration budgétaire. On a eu l'occasion de faire et refaire et défaire des scénarios d'évolution des différentes activités qui soient fortes. Et ça s'exprime aussi sur des besoins métiers, comme la supply chain, où la prédiction d'activité doit être extrêmement fine, précise et modernisée pour pouvoir répondre le plus vite possible aux différents cycles d'activité qu'on voit quand même, qui sont extrêmement erratiques, qui dépendent de la crise sanitaire, mais aussi de la reprise économique, et qui doivent se faire de manière extrêmement agile pour être au bon moment, là où les clients, que ce soit du B2B ou du B2C, vont avoir besoin des produits et services qui vont être proposés par chacun. Donc, en tout cas, c'est nous quelque chose qu'on a pu vraiment observer. Donc, ensuite, on a aussi les applications bureautiques pour revenir au schéma. Donc, ça va avec de la dématérialisation de processus. Alors, on a le petit logo du RGPD, mais c'est bien dématérialisation de processus qui est écrit et qui continue en fait le besoin d'accoster le besoin métier à celui du numérique. On voit que c'est une vraie stratégie pour moi d'entreprise de se dire qu'aujourd'hui les deux ne sont plus dissociables. Et que la dématérialisation des processus ou l'évolution des business models, comme on a parlé tout à l'heure, c'est une vraie réalité, c'est même plus une tendance, et qu'on voit aujourd'hui que les deux se travaillent de concert et que toutes les entreprises deviennent des entreprises quelque part tech pour répondre à leur trajectoire métier. Et ça se traduit aussi évidemment par des investissements qui sont faits dans les ERP et dans le cœur en fait des réacteurs et signes des entreprises. Les ERP, pour les personnes qui ne sont pas du numérique, c'est vraiment la colonne vertébrale. Donc voilà, c'est les logiciels de gestion intégrés qui vont permettre de gérer les stocks, les commandes, éventuellement le plan de production. Donc c'est vrai que c'est vraiment un sujet très important pour pouvoir être agile. Merci de la précision. C'est vrai qu'on utilise des acronymes sans même s'en rendre compte. Désolée. Pas de souci. Alors, est-ce qu'on peut peut-être donner la parole à Guillaume? C'est exactement ce que j'allais proposer. Donc c'est parfait. Alors, bonjour voilà. à tous. Donc, Guillaume Méry, je suis responsable infrastructure du groupe CCPA. CCPA est une firme service spécialisée dans les métiers de la nutrition animale et de la santé et du bien-être animal. C'est un groupe français basé à côté de Rennes, à Janzé précisément. Nous sommes présents dans plus de 40 pays au travers de nos partenaires et nos filiales. Filiales en Espagne, au Portugal, en République tchèque, en Turquie. Et d'autres. C'est environ 400 collaborateurs, dont 250 en France. Le site historique est à Janzé et c'est l'un des plus importants sites de production de pré-mélange et d'additifs en Europe. Et c'est aussi un important pôle de recherche et d'innovation, et notamment avec de l'innovation aussi dans le domaine du numérique. Voilà. Donc, moi, en tant que responsable infrastructure et du support, les problèmes que nous avons rencontrés lors de cette crise sanitaire et notamment du premier confinement, ça a été de faire face à un besoin de préparation de PC portables très rapide pour des personnes qui n'étaient jusqu'alors pas équipées et surtout pour des profils qui n'étaient jusqu'à présent pas prévus en mode nomade ou télétravail, donc avec des applications qui n'étaient pas forcément prévues à être utilisées à distance. La téléphonie fixe aussi a été un souci sur le coup. On a trouvé des alternatives pas idéales, mais qui ont fait le job. Heureusement, on est équipé de Teams qui permettait de communiquer en interne facilement.
L'autre souci a été aussi d'avoir des postes de travail beaucoup plus exposés sur Internet, et ça de manière prolongée. On a d'ailleurs des utilisateurs et des collaborateurs qui ne sont pas revenus au bureau et donc connectés au réseau directement depuis quasiment un an. Et donc, dont certains avec des bandes passantes parfois faibles, ce qui n'arrange en rien la problématique des mises à jour des postes de travail. Ce que nous avons fait dans l'immédiat pour pallier à ces différents soucis, ça a été une priorisation, une accélération de la sécurisation des restrictions des droits d'accès au travers les liens VPN. Donc on a créé des VPN, des profils de VPN pour sécuriser au mieux et limiter les usages par rapport au profil de la fonction de la personne. On a aussi étendu l'usage de Citrix que nous avions déjà, plus pour les applications client lourdes en mode client-serveur. Renforcer la communication qui était déjà en cours auprès des utilisateurs sur les bonnes pratiques et bonnes pratiques en télétravail, sur les usages de la bande passante, mais aussi sur la sécurité, sur les risques de phishing, de ransomware, notamment avec la solution auquel nous étions déjà cette solution avant de cliquer.com que je recommande. Et nous avons aussi renforcé la gestion des mises à jour des postes de travail avec cette problématique de bande passante parfois légère chez certaines personnes et des mises à jour de plus en plus lourdes par Microsoft. Les investissements 2021, alors les investissements en termes de sécurité étaient déjà importants et vraiment regardés de près chez CCPA, mais pour 2021, il y a deux projets là qui sont, un qui est en cours de déploiement, c'est le changement de la solution d'anti-spam. On avait une solution d'anti-spam plutôt traditionnelle. On a opté pour une nouvelle solution qui s'appelle VAD Secure, une solution plus évoluée avec de l'intelligence artificielle et solution complétée par un SOC, un centre opérationnel de sécurité en 24/7. C'est la solution qui s'appelle MicroSOC, proposée par Orange Cyberdéfense. Pardon, je me trompe, excusez-moi. C'est une solution donc le VAD Secure de l'anti-spam qui permet notamment de faire la remédiation d'emails, c'est-à-dire de supprimer des emails qui auraient quand même passé l'anti-spam après coup de manière automatique ou manuelle. Donc c'est quelque chose de très important par rapport au risque de phishing désormais. L'autre projet qui est en cours et qui n'est pas encore démarré, mais qui est signé, c'est un nouvel antivirus. On était sur une solution d'antivirus traditionnelle également. Là, on passe sur une solution d'antivirus dite nouvelle génération qui s'appelle MicroSOC, donc de chez Orange Cyberdéfense. C'est une solution qu'on complète avec un SOC, un centre opérationnel de sécurité qui permet de monitorer, d'analyser en temps réel le comportement des postes et voire de les isoler ou de les confiner en cas d'attaque ou d'anomalie considérée comme critique sur le poste de travail. En projet, on a aussi actuellement une étude de PRA, de plan de reprise d'activité. Et on regarde aussi de près des sujets comme la gestion de crise. Les infrastructures, c'est pour moi le cœur du système d'information et du numérique. Donc, pour garantir cette disponibilité et ce maintien en conditions opérationnelles et cette agilité, cette évolution rapide qu'on a tous eu besoin pour ces derniers mois avec cette crise, c'est d'être bien accompagné avec un prestataire, des prestataires moteurs et compétents, d'avoir aussi une équipe support bien dimensionnée et performante et agile, ce que j'ai la chance d'avoir, et des utilisateurs sensibilisés aux bonnes pratiques de sécurité. Et enfin, très important, une direction sensibilisée et impliquée sur les enjeux de sécurité et le nerf de la guerre, des budgets adaptés. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Guillaume. Tu nous as beaucoup parlé de cybersécurité. Ça nous donne l'occasion de passer la parole à Philippe pour nous donner un petit peu ton éclairage sur l'ensemble de ces sujets de par…
ton retour. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Donc, nouvellement arrivé dans les Pays de la Loire, effectivement, comme délégué cybersécurité. Auparavant, je m'occupais de 3 ministères et de l'ensemble des opérateurs sous responsabilité ou dépendants de ces ministères-là, dont le ministère de la Santé. Donc, on va faire un petit focus santé si vous le souhaitez. Donc, 2020, tout le monde a subi la crise Covid de plein fouet, avec un changement qui a pu être, on l'a vu d'ailleurs sur certains projets assez extraordinaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui ont été abandonnés. Mais quelque chose qui est à noter, c'est qu'il y a eu de nouveaux projets émergents qui ont mis un temps record pour être mis en œuvre. Là où ça pouvait demander jusqu'à 2 ans de discussion auparavant, en un mois, c'était réglé. Et même pour des applications ministérielles au niveau ministériel, ça partait de l'analyse de risque, l'analyse du besoin, enfin l'analyse de risque, jusqu'à l'homologation du système et la mise en prod. Donc, ceci en moins d'un mois. Donc, vraiment des projets extraordinaires. En revanche, pour les TPE-PME, ils ont été confrontés à une dure réalité. Pour beaucoup, ils avaient du matériel fixe. Il a fallu commander du matériel portable. Et comme les administrations, comme beaucoup de monde, y compris des grosses structures. Et là, ça a été un petit peu la déconvenue, puisque la plupart du matériel provenance d'Asie, Covid oblige, les bateaux étaient bloqués. Et beaucoup de gens se sont retrouvés un peu gênés aux entournures pour mettre du télétravail en place ou donner des moyens de nomadisme. L'autre sujet derrière, c'est que pour des gens qui n'ont pas de RSSI ou qui ont agi un petit peu dans l'urgence, il y a eu un maître mot que je n'aime pas beaucoup, qui est un mesure exceptionnelle, enfin, un événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. Donc, on a baissé la garde. Pour beaucoup de petites entreprises ou de petites structures, elles ont baissé la garde en matière de sécurité numérique. Et là, c'est juste catastrophique. Donc, derrière, les cybercriminels ont bien compris que les gens étaient en état de stress, qu'il y avait un modèle économique. On a vu une flambée extraordinaire de vente de gel, de faux masques, et puis envoi de messages piégés. Donc, amenant très souvent un rançongiciel. Donc, vous avez l'Observatoire national de cybermalveillance qui sort les chiffres de 2020, où effectivement, on voit que la cybercriminalité aujourd'hui a complètement explosé et complètement remis en cause et rebattu les cartes en matière de sécurité numérique. Alors, je parle de sécurité numérique parce que le terme cybersécurité, je ne l'aime pas beaucoup. J'aime bien le côté vieille école, où on parlait de la protection de l'information au sens très large, que ce soit de caractère personnel ou données financières ou de recherche et développement, et protection du numérique. Pourquoi? Ça a été évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on est très focalisé sur l'informatique de gestion ou l'informatique réseau, très peu sur l'informatique industrielle, ce qui pose un problème d'ailleurs dans le cas du télétravail. Les gens qui sont sur de l'informatique industrielle peuvent difficilement aujourd'hui télétravailler. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les gens qui font de la bureautique ou qui utilisent des bases de données à distance. L'autre difficulté, c'est que il y a eu, alors c'est plutôt 2021, mais un deuxième effet qui se coule, c'est l'incendie OVH, où là, beaucoup de petites entreprises se sont trouvées le bec dans l'eau, parce qu'à parler de cyber constamment, on oublie les fondamentaux et on oublie de les orienter ou de les accompagner pour leur expliquer que les sauvegardes, c'est une chose principale. Et j'ai vécu le cas avec mon livreur de bois, puisque je viens d'arriver sur les Pays de la Loire, donc je faisais mon stock de bois. Et je l'ai rappelé parce que je ne voyais rien venir. Et il m'a annoncé qu'il avait perdu toute sa base client. Et sa base client est complètement perdue parce que hébergé chez OVH, malheureusement pour lui, mais sans l'option sauvegarde déportée, ce qui fait qu'il a vraiment tout perdu. La seule chance qu'il ait, c'est qu'il n'avait pas encore basculé sa trésorerie et il lui reste au moins la base trésorerie. Vous avez des entreprises type Lise Charbel qui s'est trouvée en redressement judiciaire à la suite d'un cryptovirus, donc avec demande de rançon. Donc ça peut arriver, ça peut nous arriver, quel que soit le type de structure. Donc aujourd'hui, si on devait donner des conseils en la matière, et pour 2021, c'est j'espère que tous ceux qui ont baissé la garde
en termes de sécurité, ont bien tracé le moment où ils baissaient la garde et qu'ils l'ont borné dans le temps. Parce que là aussi, quand on donne un grand espace de liberté aux utilisateurs, ils voient mal derrière un retour en arrière avec des exigences de sécurité un peu plus complexes. Donc là aussi, c'est à un moment donné de tracer tout ce que l'on fait. Dans les autres conseils, et puis ça, on s'aperçoit constamment avec les ransomware, c'est avoir des sauvegardes. Avoir des sauvegardes, non pas sur leur réseau, mais déportées, et des sauvegardes éventuellement froides, de façon à pouvoir remonter ces systèmes le plus vite possible. Et puis, également, ça fait partie des éléments que l'on devrait faire systématiquement, c'est la cartographie de tous ces systèmes numériques, et particulièrement la cartographie des accès. Qui accède à quoi dans un système d'information ou dans les systèmes d'information, puisque n'importe quelle entreprise aujourd'hui a plusieurs systèmes d'information. Donc, la revue des comptes, à un moment donné, ça permet de vérifier que monsieur un tel ou madame un tel, qui a quitté l'entreprise ou qui, pour des raisons diverses et variées, n'a plus d'accès. Si vous avez des prestataires qui n'aient pas d'accès direct sur vos systèmes, ou alors que ces accès soient contrôlés. Voilà. Et puis, malheureusement, en cas d'incident, le conseil vraiment principal, c'est de porter plainte. Donc, auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police. Aujourd'hui, la cybercriminalité est prise en compte vraiment en très, très haut lieu. Ça, je peux vous en parler savamment. Et à un moment donné, il faut vraiment déposer plainte. Déjà, pour un côté assurantiel pour vous. Et puis, voilà, ça permet d'augmenter, je dirais, les forces en puissance pour pouvoir lutter contre cette cybercriminalité. Et en parallèle, je vous ai mis donc, en lien dans le chat une ressource que nous a conseillé Philippe, donc l'essentiel de la cybersécurité pour les dirigeants et dirigeantes. Voilà. Alors oui, c'est un petit opuscule, c'est le deuxième opuscule. Donc, c'est en partenariat avec le journal Challenge. Donc là, on a la chance, c'est que la plupart des COMEX le lisent de temps en temps. Et ce sont vraiment des conseils simples, c'est du pratico-pratique en la matière. Très bien, Philippe. Eh bien, si vous voulez, on peut passer aux questions-réponses. Donc, on vous avait proposé de finir à 18h15, mais si on finit un petit peu avant, ce n'est pas très grave. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas des experts. J'ai vu qu'il y avait des personnes de la région comme Hélène Massot, Frédéric Kelby. J'ai vu qu'il y avait aussi BPI avec Vicky. N'hésitez pas si vous avez des questions sur voilà, 2021, les perspectives, les investissements, les dynamiques. Je vais dans le chat. Question-réponse, on a de ce côté-là. Peut-être, Philippe, en attendant, tu étais donc à Paris sur la santé. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'éléments sur cette tendance des ransomware? Alors, le côté santé, j'ai eu la chance en 2017 de faire passer, et nous sommes quasiment le seul secteur ministériel à avoir ça, c'est l'obligation de remonter tous les incidents numériques pour les établissements de santé et médico-sociaux. Donc aujourd'hui, on a un thermomètre qui est plus ou moins fiable, parce que tout le monde ne déclare pas, il ne faut pas se voiler la face. Mais en revanche, on a vu une augmentation, une très très nette augmentation, effectivement, des demandes de rançon. Ce qui peut être dramatique sur un hôpital. Là, dernièrement, quand on prend les informations et les actualités, on s'aperçoit que différentes structures hospitalières sont impactées. Et je ne veux pas vous faire frémir, mais sur 3000 établissements de santé et 32 000 établissements médico-sociaux, on dénombre une soixantaine de responsables sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est relativement peu. C'est pour ça que quand on est peu, il faut mutualiser les compétences et mutualiser ses forces, ce qui est l'objectif des associations et un des objectifs qui m'a été fixé en venant donc au conseil régional,
c'est de pouvoir justement créer un collectif en matière de cybersécurité. Avec un point intéressant, c'est Guillaume qui en a parlé tout à l'heure, c'est la sensibilisation de l'ensemble des acteurs. J'aimerais qu'on arrive à tordre le cou à très court terme sur un vieil adage qui dit que le premier virus est entre la chaise et le clavier. Moi, je rejoins ce que disait Guillaume, c'est non, si les gens sont sensibilisés et formés, on en fait le premier élément de sécurité. C'est le premier maillon fort de la chaîne, mis à condition d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, en matière de santé, malheureusement, beaucoup d'établissements en ont fait les frais et les tout petits sur le médico-social, ça peut être juste catastrophique. Donc, ça veut dire derrière réorganiser une offre de soins sur un territoire. Ça veut dire, alors on a la chance en Pays de la Loire d'avoir le seul congrès européen qui traite exclusivement de cybersécurité en matière de santé. Et puis, effectivement, sur la partie Grand Ouest, il y a vraiment une très très forte cohésion, je dirais, entre les différents responsables. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et donc, effectivement, je vois le lien de Guillaume sur avant de cliquer. Je plus sois, comme dirait l'autre. Je mets un plus ça, c'est une très très belle solution. Voilà. Aucune action chez eux, mais c'est une très très belle solution. Merci Philippe. J'ai une question plutôt au niveau du moral des dirigeants. Donc ça peut être une question peut-être plus pour les prestataires comme Adeline ou Marc. Donc la question est-ce que les entreprises de l'Ouest restent confiantes dans la situation économique globale à court moyen terme? Donc, pour rappel, ADN Ouest, on est présent sur les Pays de la Loire et la Bretagne. On a un digne représentant aujourd'hui avec Guillaume Méry. Alors, de notre côté, ce qu'on peut observer, c'est que globalement, on a eu depuis, je dirais quand même, le 4e trimestre 2020, une réelle envie de reprendre des projets, une confiance de la part de l'ensemble des clients ou de l'écosystème avec qui on peut échanger pour repartir en fait dans un cycle de nouveaux projets, et ou de se réorienter ou de les continuer là où vous avez été arrêtés. Hein, toutes les situations sont différentes. Après, c'est une question de temporalité. Donc, le niveau de confiance, j'aurais tendance à dire, ce que je peux observer, est quand même relativement bon. Après, la temporalité reste encore incertaine. Donc, on peut avoir des cycles d'engagement budgétaire qui sont plus longs, des cycles de décision qui vont remonter plus haut, des projets qui s'étalent un peu ou qui sont découpés. Mais globalement, quand même, une reprise qui se fait sentir, et donc un moral, pour répondre à la question, qui est éprouvé, parce qu'enfin, je pense que c'est long pour tout le monde, hein, cette période-là, mais qui reste quand même tourné dans le sens d'avancer, de se dire que en fait, tout ça, évidemment, ne va finir que par aller dans le bon sens. Et par contre, c'est vrai qu'on sent aussi une certaine accélération sur des projets qui étaient encore beaucoup plus en réflexion ou à moyen terme précédemment, donc notamment sur tout ce qui est industrialisation de la gestion de l'ensemble de la data, de l'IA, de l'accélération vers des technologies cloud. C'est des choses pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par Philippe sur par contre les temps de mise en œuvre. Par contre, une fois que les décisions sont prises, ça va extrêmement vite et je pense que ça va être aussi ça le changement, c'est cette agilité qu'on doit tous avoir, parce que on a des reprises qui vont ou des projets qui vont s'enclencher de manière très très forte. Je ne sais pas si Marc, en tout cas, voit la même chose, ou s'il complétera par d'autres retours d'expérience que le mien, mais dans tous les cas, c'est ce qu'on peut voir là, sur mon côté. Marc, tu veux rebondir dessus, peut-être? Je ne sais pas si Marc est encore là.
Donc, peut-être en attendant, Marc, j'ai une question. Donc, mes excuses à Vicky, qui est donc à la Banque de France et non pas à BPI. Donc, c'était une question sur les marketplaces. Donc, n'hésitez pas si vous êtes spécialiste. Je vois qu'il y a notamment Franck Jarry, notre directeur général, qui est présent. Peut-être des personnes de l'équipe d'ADN Ouest, parce que je sais qu'on a fait un événement sur les marketplaces. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait Louis Ramin qui était qui travaille à la Poste et qui aura peut-être une vision sur cette notion de marketplace. Donc, la question était, il y a le développement de marketplace, en particulier dans le retail. Alors, retail en français, c'est la distribution. Ça transforme les canaux de distribution. Est-ce qu'il y a une prise de conscience côté ESN? Est-ce que vous préparez, est-ce qu'il y a des offres qui sont préparées, des nouvelles offres de la part des ESN, entreprises de services numériques, pour adresser cette évolution des canaux de distribution? Alors, je vais ouvrir le micro à M. Ramin, si je retrouve. N'hésitez pas. Et Marc. Donc, Marc, côté CID, vous ne faites pas encore des marketplaces au niveau intégration? Non, parce ce qu'on voit, nous, côté intégration, c'est des solutions de regroupement des achats. C'est des bases de données, c'est fournir des bases de données de centralisation des achats, puisque les cellules achats se regroupent par rapport à certaines activités, et voilà, avec des notions de portail derrière qui permettent donc d'adresser des marchés. Donc ça, voilà, avec les systèmes de référencement, de portail. Donc ça, on a des développements là-dessus. Voilà. Après, c'est toujours compliqué parce qu'il faut que les groupes se mettent d'accord sur la politique achat qui n'est pas forcément la même. Donc, des fois, les projets comme ça partent bien, mais n'aboutissent pas forcément. C'est une petite remarque. Mais bon, sinon, globalement, oui, Marketplace, c'est un sujet d'actualité pour optimiser le processus des achats dans les entreprises. Moi, je peux faire un retour sur les marketplaces pour les commerçants. On travaille notamment avec Nantes Métropole et la CCI. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pousser la marketplace Ma Ville, Mon Shopping. Et l'idée, c'est de pouvoir aller voir les commerçants et leur dire qu'il y a possibilité de vendre toute l'année, y compris en période de confinement. Et il y a toute une partie aussi également accompagnement qui est importante, parce que c'est vrai que une place de marché, oui, c'est possible de mettre un catalogue en ligne. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on est fleuriste, il y a aussi des techniques à apprendre, comme aussi donc savoir prendre des photos d'un bouquet. Et là, ça passe aussi dans de la formation. Donc, c'est vrai que les marketplaces, côté commerçant, c'est prometteur, mais en même temps, ça demande de nouvelles compétences. Et donc, on travaille avec Nantes Métropole pour voir comment on peut faire éventuellement mettre en lien des alternants avec les commerçants pour qu'ils puissent monter en compétence sur ce sujet. Ça a été la promotion des solutions click and collect. Beaucoup d'entreprises ont mis en place alors qu'ils n'avaient rien. Donc, ça a permis de faire déjà un petit peu de service là-dessus, et donc désenclaver des entreprises qui n'avaient pas de possibilité de vendre sur Internet. Donc aujourd'hui, les ventes sur Internet ont explosé en termes de volume, mais aussi en termes de nombre d'entreprises qui sont capables de proposer des services sur Internet. Et Jean-Marie, c'est France, si je peux me permettre. Vas-y. Je peux mettre la caméra normalement. Oui, pourquoi pas. Du coup, moi, juste un petit commentaire par. Alors, je te remets le micro. Voilà. C'est bon? Ouais, excusez-moi. Non, juste un petit commentaire par rapport au marketplace, c'est que moi, ce que j'ai eu comme retour croisé de pas mal de sources, c'est que la dynamique, notamment pour les commerçants, elle est intéressante, ou même par rapport au click and collect, sauf qu'en fait, c'est comme n'importe quel projet informatique. C'est un problème d'accompagnement au changement et de changement de métier. C'est-à-dire qu'un commerçant, s'il passe au click and collect, c'est pas qu'il a un site internet en plus, qu'il fait du commerce, il change de métier, il apprend un deuxième métier, c'est de la logistique, c'est comment mettre en avant les produits, comment les référencer, et c'est pas du tout le même métier que de vendre en magasin, quoi. Donc du coup, c'est
à nouveau pas un problème informatique ou technique, c'est un problème de comment j'accompagne un métier dans sa mutation, voire enrichissement d'un deuxième métier de commerçant qui n'est pas le même. Et ça, c'est un vrai challenge et il n'est pas encore relevé, notamment pour les plus petites structures. Voilà. Oui, et je viendrai juste compléter ton propos, Franz, en disant que finalement, c'est du multicanal. Hein, donc, c'est comment est-ce que j'arrive à vendre via plein de canaux différents qui peuvent servir le magasin. Et donc là, en effet, ça va être même une nouvelle activité en magasin. Et l'expérience et l'interaction avec son client, qui est du coup sur plusieurs interactions potentiellement sur le web, puis il termine son acte d'achat en magasin avec un client qui est beaucoup plus renseigné. Évidemment, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles, mais c'est maintenant des choses qu'on voit dans tous les types de commerce de toute taille. Et c'est ça le très, très grand changement qu'on peut voir. Et c'est vrai que alors, on ne dit plus trop ce terme, hein, mais le phygital, du coup, comment j'aligne mon canal digital avec mon magasin devient de nouveau complètement central sur toute la gestion de la plateforme logistique, des stocks, est-ce que je peux terminer ma vente parce que j'ai le bon article en stock dans le magasin de mon petit copain dans une autre ville et je peux lui faire livrer, etc. Donc, c'est complètement un nouveau métier. Tout à fait. Donc, Vicky a posé une deuxième question. Donc, Vicky, je t'ai donné aussi accès à la parole et même à la vidéo. Donc, il y a une deuxième question derrière. Il y a aussi la question de la durabilité de ces transformations. Est-ce que ça a un effet de mode ou est-ce que ça va être durablement utilisé, y compris après la crise? Donc, on espère le plus tôt, juin, juillet, quoi. Alors, moi, je veux bien donner un avis, Jean-Marie, et puis voir si vous le partagez, mais il y a quand même un certain nombre d'enseignements qu'on peut retenir de la crise globalement. Et un des enseignements, c'est que tous les magasins qui ont réussi à faire des ventes avec du click and collect, même bricolé, vont quand même s'apercevoir que c'est du chiffre d'affaires qu'ils n'auraient pas fait sinon. Donc, en fait, c'est quand même un levier, même si la prise de conscience des difficultés logistiques, etc., c'est quand même un levier qui n'est pas inintéressant pour faire du chiffre d'affaires complémentaire. Donc, à mon sens, j'aurais espoir que pour une partie, et peut-être une bonne partie des commerçants qui ont goûté, eh bien, ça leur aura donné envie d'investir et du coup dans le temps. Et pour ta question, Vicky, ouais, j'espère que pour une partie, ce sera durable. Oui, vous m'entendez? Très bien. Ok. Oui, en fait, je rebondissais sur la réponse à la première question et je pense qu'effectivement, j'abonde complètement sur le fait que ce soit une nouvelle expertise en fait pour un commerçant notamment, pas que, mais puisqu'on parle du retail, donc forcément ça s'organise et au-delà de l'effet crise, avec un phénomène de compensation d'un chiffre d'affaires, comme tu dis, qui leur aurait échappé, c'est aussi peut-être prendre en charge de manière plus structurelle de nouveaux usages. On sait que maintenant, voilà, le e-commerce, c'est quelque chose qui s'inscrit de manière assez culturelle. Donc finalement, certains vont peut-être en tirer des leçons au-delà voilà, du manque à gagner spot à cause d'une crise. Il y a aussi le manque à gagner parce qu'on ne se trouve pas sur le chemin d'un canal de distribution qui aujourd'hui devient important aussi. Donc finalement, voilà, il y a plusieurs niveaux de leçons, à mon avis, à intégrer à travers cette crise dont on dit que parfois elle crée des opportunités. Je trouve qu'effectivement, c'est le cas en fait. Ça, en tout cas, ça impulse des réflexions que peut-être certains chefs d'entreprise n'auraient pas lancées ou pas tout de suite. Là, il y a une forme de précipitation à ouvrir les chantiers. Et finalement, je pense que certains en ont bénéficié. Alors, ce n'est pas simple parce qu'il y a un ticket d'entrée technique. Mais voilà, il y a de beaux prestataires pour et je trouve que c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut voir l'impact de la crise. Voilà. Merci Vicky. Philippe?
Philippe. Oui, simplement un petit ajout sur la durabilité par expérience. Parce que j'ai vu, notamment sur la partie retail, c'était avec le ministère des Sports, mais donc des boîtes d'équipements sportifs, qui ont compris qu'également, s'ils prenaient la cybersécurité en amont, ils apportaient une notion de confiance à l'utilisateur et ils s'en servent comme élément discriminant par rapport à la concurrence. Et ça, c'est absolument génial parce que pour une fois, on voit la cybersécurité de façon préventive pour se protéger soi-même, mais également préventive pour protéger les autres et apporter de la confiance complémentaire donc à leurs usagers, donc leurs clients ou leurs tiers de confiance. Et ça, c'est vraiment un point, c'est de comprendre que la cybersécurité est un vecteur de performance quand elle est bien prise en amont, dès le départ. Et aujourd'hui, on voit se dégager chez beaucoup de DSI cette distinction que l'on réclame, nous, gens de la cyber, depuis des années. Je suis un ancien DSI, hein, donc je peux en parler savamment, où on parle toujours de maintien en conditions opérationnelles. Je rappelle qu'une 2 chevaux, opérationnellement, ça roule. En termes de sécurité, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, bien faire la distinction entre MCO, le maintien en conditions opérationnelles, et le maintien en conditions de sécurité. Et le Covid a fait apparaître de nouvelles applications qui, justement, pour intégrer la sécurité, sont de moins en moins adhérentes à d'autres systèmes, que ce soit le système d'exploitation, etc., ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc là, il y a vraiment une évolution majeure. Et je pense que quand les gens vont voir les bienfaits, on va rentrer effectivement sur cette durabilité des transformations. Très bien. Merci à tous. Je pense que c'est le moment de conclure. Donc, on a réussi à tenir le timing. Donc, merci pour votre temps. Et puis, donc, vous allez recevoir dans votre boîte email donc, le support de ce soir. Hein. Donc, c'était vraiment un condensé de l'étude. Et puis, vous allez recevoir également le lien de l'étude complète qui fait 38 diapos de mémoire. Et puis également, vous allez recevoir le replay. Donc, le temps de le charger, puisque c'est quand même dans le cloud et que c'est assez gros, puisque ça dure 1h15, on devrait pouvoir vous l'envoyer mardi après-midi, voire mercredi matin. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions ou souhaitez rebondir sur certaines thématiques. Nous, ça pourra nous aider à alimenter les contenus qu'on propose toute l'année. En mode webinaire et puis on espère le plus tôt possible en format physique. Donc là, je vous ai remis l'adresse email de contact ADN West si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer ce soir. Eh bien, je vous remercie à Adeline pour la co-animation, à nos témoins, aux personnes qui ont posé des questions et puis on vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Merci beaucoup Jean-Marie. Bonne soirée à tous. Merci Adeline, bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir.